Bonsoir, aujourd'hui 16 novembre, édition spéciale de votre journal d'actualité locale. Nous allons revenir au cours de la prochaine demi-heure sur les événements tragiques survenus à Paris. Voici les principaux titres. Députés et sénateurs viennent de siéger ensemble à Versailles dans l'après-midi. Il s'agissait du troisième discours seulement dans l'histoire de la République française d'un président devant les représentants de la nation. Ils étaient à Paris, au Bataclan ou encore au Stade de France. Vous entendrez aussi des témoignages au cours de ce journal, des témoignages depuis la capitale et le président du club de football de Trappes qui assistait à la rencontre France-Allemagne sera lui en plateau. Et puis nous verrons ce que change l'état d'urgence. Les mesures prises vont impacter le quotidien, les forces de l'ordre mobilisées. En plateau notamment ce soir le secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police Nationale et le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. L'émotion aujourd'hui, lundi, toujours aussi forte, est la communion de la nation lors de la minute de silence. Il était midi lorsque la France s'est figée en mémoire des victimes. Comme ici, à Manille-les-Hameaux, en salle du conseil municipal à l'hôtel de ville, moment de recueillement en hommage aux 129 victimes et 352 blessés. Un cahier de témoignages était proposé pour que chacun puisse s'exprimer face aux attentats terroristes du vendredi 13, revendiqués par l'organisation de l'État islamique. Autre rassemblement également à Elancourt, là aussi devant l'hôtel de ville. Et malgré les mesures d'interdiction en raison de l'état d'urgence, la population a pu se réunir dans le calme. Ces minutes de silence s'inscrivent dans les 3 jours de deuil national décrétés par le président de la République. Les drapeaux sur les bâtiments et édifices publics vont d'autre part rester en berne jusqu'à demain, mardi 17h. Je vous propose d'écouter plusieurs réactions d'anonymes à Elancourt ou encore à Manille-les-Hameaux. C'est quelque chose de très important, de marquer ne serait-ce que quelques minutes de recueillement par rapport à ce qui s'est passé à Paris. J'en ai eu les larmes aux yeux le vendredi soir, mais bon, la vie est ainsi faite en espérant qu'on arrive à essayer de contenir ces gens-là, d'essayer d'éviter qu'ils nous fassent encore des bêtises. Il ne faut surtout pas, mais surtout pas céder à la panique, qu'il faut continuer à vivre comme d'habitude, malgré les risques qui seront inévitables parce que malheureusement, il y en aura d'autres, on le sait, et il va falloir s'habituer à vivre avec ça. Voilà. J'appuie tout ce que peut faire le gouvernement et le président de la République en sens de prendre des mesures fermes contre cette horreur qui nous agresse. Moi, je suis triste, mais surtout triste, plus qu'avoir peur, voilà. On a mal au cœur déjà pour les familles qui ont perdu un être cher, c'est normal. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Malheureusement, il faudrait que ça s'arrête tout ça. Mais comment, on ne sait pas. En marge de cette minute de silence, d'autres recueillements sont prévus ce soir vers 19h à Bois d'Arcy, à Saint-Cyr-l'École ou encore à La Verrière où le maire a convoqué un conseil municipal exceptionnel. Si chacun est profondément affecté par ces événements, une attention toute particulière est apportée aux enfants. Dans les écoles, les collèges et les lycées, la ministre de l'Éducation a recommandé un temps d'échange avec les élèves. Si les journalistes ne pouvaient pas pénétrer dans les établissements, nous avons pu échanger avec le directeur du collège de Guyancourt. Écoutez comment s'est passée la reprise des cours ce matin, c'est au micro de William L. Nous, le choix qu'on a fait et que j'ai validé en équipe de direction et avec mes enseignants, c'est qu'ils puissent discuter bien sûr ce matin avec les élèves et de se regrouper dans la cour à 11h45. Donc ce qui s'est fait, donc tous les élèves, tous les personnels de l'établissement, personne n'était à l'intérieur, tout le monde était dans la cour. J'ai fait un discours en gros d'1 quart d'heure avant la minute de silence pour rappeler ce moment de recueillement, de deuil national, rappeler bien sûr la tragédie, c'est-à-dire dire les choses, dire la vérité sans être excessif, et aussi dire qu'il ne faut pas être angoissé, il faut continuer de construire, que l'éducation, la culture sont des valeurs que nous défendons, que liberté, égalité, fraternité sont les valeurs de la République qui sont fondamentales. Et je dois dire que ça a été un moment exceptionnel de silence, de calme, d'écoute, avec une minute de silence magnifique, j'aurais tendance à dire, dans le sens où il y avait une communion de pensée à cet instant. L'heure est donc à l'émotion, mais aussi pour l'État à la réaction. À 16h aujourd'hui, le Congrès a été réuni à la demande du chef de l'État. 577 députés, 348 sénateurs étaient à Versailles. C'est inédit sous cette mandature. C'est la 3e fois pour la 5e République. François Hollande était très attendu. Il a fait plusieurs annonces sur place pour TV Film. Mélanie Poquet et William L. Mélanie, bonsoir. Bonsoir. De nombreuses annonces ont été faites par le président lors de cette intervention devant le Congrès. Oui, tout à fait. Le président a notamment
rappelé que la France est en guerre, ce sont ses propres mots. Il a tout d'abord rendu hommage à toutes les victimes, celles qui ont perdu la vie, celles qui luttent encore et qui sont blessées, les forces de l'ordre, les secours. Parmi les annonces, il a notamment demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de se réunir pour faire une résolution. Il rencontrera bientôt le président américain Barack Obama et le président russe Vladimir Poutine pour, je le cite, unir nos forces. Au niveau de l'état d'urgence, le Parlement sera saisi ce mercredi pour un projet de loi pour prolonger l'état d'urgence de 3 mois. Et il appelle le Parlement à le voter d'ici la fin de la semaine. Il y a aussi des annonces au niveau d'un point de vue militaire et humain. Il faut savoir que le Charles de Gaulle, le porte-avions, partira dès jeudi en Méditerranée orientale. Il dit que c'est pour tripler les forces françaises. Il a aussi rappelé que 10 avions de chasse ont bombardé la Syrie hier. Et au niveau des annonces, je vous le disais, il y aura 5000 emplois de policiers et gendarmes d'ici 2 ans. Ça fera 10 000 emplois sur le quinquennat. C'est un moyen de permettre aux forces de rester sur le terrain par rapport à 2017. Mélanie, des annonces qui ont été faites devant les députés, les sénateurs. Ils ont ensuite échangé, débattu. Le président a auparavant quitté la salle. Juste très rapidement, est-ce qu'il y a eu toujours cette notion d'unité nationale? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Il y a unanimité autour des mesures? Alors, juste après le discours du président, nous sommes sortis rencontrer les élus. Nous avons pu nous entretenir quelques mots avec Valérie Pécresse, qui nous a dit que les annonces étaient bien, mais c'était celles déjà présentées à l'époque. Du côté de Benoît Hamon, et notamment des élus de gauche, c'est bien l'unité nationale qui a été répétée. Merci et Mélanie. L'unité nationale et internationale, qui Merci. a été précisée à plusieurs reprises. Merci Mélanie. Reportage complet à suivre dans notre édition de demain. Bien évidemment, vous restez donc pour l'instant pour recueillir les témoignages sur place. Mélanie Poquet et William L. pour TV Fil. Quelques réactions politiques justement entendues depuis vendredi à présent. Les réactions de vos élus dans les Yvelines. Sénateur, président du Sénat, Gérard Larcher a déclaré que l'unité est la seule réponse. Il approuve la mise en place de l'état d'urgence, le retour au contrôle des frontières et de conclure c'est bien de guerre et donc d'ennemis dont il s'agit. Pour Valérie Pécresse, tête de liste Les Républicains pour les élections régionales en Île-de-France, il faut néanmoins revoir la façon dont sont gérés policiers et gendarmes. Nous avons à repenser complètement notre système de sécurité. Et puis toujours pour la droite et les Républicains, je vous propose d'écouter à présent un mot du maire d'Elancourt, Jean-Michel Fourgousse, également premier vice-président de Saint-Quentin en Yvelines. Parce que tous les pays sont touchés, ce n'est pas seulement la France. Les Anglais ont annoncé ce matin qu'ils avaient évité 7 attentats récemment. Donc on voit bien que c'est une vague. Dans un moment comme ça, il faut une solidarité totale. Écoutez, il y a eu une intervention militaire aussi, juste quelques temps après, pour bien montrer que voilà, la France ne se laisse pas impressionner par ce genre de stratégie qui relève de la pire médiocrité morale. Enfin, bon. D'autres déclarations à gauche à présent pour le PS. Claude Barthelone, candidat à la région Île-de-France, président de l'Assemblée nationale, qui était à Versailles cet après-midi, est persuadé que le plan de Daesh est de diviser les Français de toujours et ceux issus de l'immigration. Pour lui, les Français qui tuent d'autres Français sont instrumentalisés. Du côté de Manille-et-Hameaux, nous étions présents au début de ce journal pour la minute de silence. Le maire socialiste, lui aussi, s'est exprimé. On est tous citoyens de France, quelles que soient nos origines, nos catégories sociales, notre religion. On est avant toute chose citoyens de notre République. Et c'est ça qu'il faut marquer aujourd'hui. Et au-delà de toutes les améliorations qu'on voudrait au quotidien, etc., on est tous soudés par des valeurs qui nous unissent et qui nous protègent. Et c'est ces fondamentaux auxquels il faut se fier aujourd'hui, autour desquels il faut être absolument rassemblés. Les réactions qui se multiplient depuis vendredi et qui parfois heurtent l'opinion nationale. Au Front National, Valorant de Saint-Just, candidat en Île-de-France, a publié sur Twitter ce commentaire. Derrière les auteurs de ces tueries, il faudra pointer les vrais responsables qui, eux, sont politiques. Un commentaire envers le gouvernement qui a fait grincer quelques dents dans les Yvelines. Écoutez maintenant Nicolas Boer, c'est le responsable Front National de la 11e circonscription. Il siège dans l'opposition à Elancourt. Aujourd'hui, je crois qu'il faut que les Français se réveillent, qu'on prenne conscience vraiment du danger, de la menace qui maintenant est plus qu'une menace, qui est une réalité. Et je pense qu'il faut quelqu'un de très fort à la tête de l'État et pour donner des solutions concrètes et fortes. Malheureusement, j'ai l'impression que dans peut-être les semaines et les mois qui viennent, on va être obligé d'en faire beaucoup, des minutes de silence. Donc je suis très très pessimiste.
Je reçois à présent sur ce plateau Michel Laugier. Bonsoir. Bonsoir. Président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, maire de Montigny-le-Bretonneux également. Nous avons voulu vous faire intervenir pour évoquer également la façon dont vous allez réagir sur l'agglomération dans ce genre de situation. Peut-être juste auparavant, comment vous avez vécu ces événements vendredi soir ? Écoutez, j'ai vécu ça, j'étais avec mon épouse et c'est vrai que nous étions abasourdis parce que vraiment, c'était une soirée qui était partie pour être festive avec effectivement un événement culturel, avec un match de football important. Et au fil des minutes, la situation qui nous a été décrite était vraiment catastrophique et c'est vrai que j'ai vraiment eu du mal à trouver le sommeil. L'état d'urgence a été déclaré très rapidement dans la soirée de vendredi. Concrètement, pour un maire dans une commune, pour un président d'agglomération, ça signifie quoi ? Qu'il faut annuler aussi très rapidement toutes les manifestations qui étaient prévues ? Il faut agir très vite. Donc, dès samedi matin, nous avons pris les décisions qu'il fallait. En tant que président de l'agglomération, nous avons renforcé la sécurité aux abords de nos équipements publics, notamment des médiathèques. Et puis en tant que maire, la première décision que j'ai prise, c'était d'annuler 2 manifestations importantes, le concert de Patrick Fiori à la ferme du Manet et le tremplin rock aussi qui va avoir lieu à la salle Gauguin. Donc nous avons pris ces initiatives très vite afin de prévenir tout le monde. Et tout ça donc s'est passé avec un très grand respect. Tout le monde a bien compris l'importance des décisions que nous avons prises. Depuis vendredi soir, depuis samedi matin, vous avez un échange permanent avec les forces de l'ordre, les services de la préfecture ? Nous sommes en liaison, effectivement. Simplement, c'est vrai qu'il faut qu'on soit très très au fait des choses parce que la situation évolue très rapidement. Il y a des ordres qui sont donnés, il y a d'autres consignes qui viennent. Donc il faut vraiment faire le tri là-dedans. En tout cas, ce qu'il faut surtout, c'est être bien dans ses bottes au niveau local et faire les bons choix. On était déjà habitués parce que nous étions quand même dans un plan Vigipirate rouge. Donc on n'était pas quand même aujourd'hui à pouvoir tout faire aujourd'hui sur notre territoire. Mais là, c'est renforcé. Donc il faut être vigilant, nous, dans la gestion de nos équipements. Mais aussi, j'appelle tous les Saint-Quentinois, tous les Ilimontains à l'être aussi. Être aussi parce que quand on va dans des manifestations, essayons de venir sans sac pour éviter aussi qu'il y ait des fouilles, etc. Donc je pense qu'il faut aussi que chacun puisse faciliter la vie des autres. Alors après, tout ça, ça demande une énergie importante, de l'organisation. Il y a un travail aussi qui est fait avec l'inspection académique, parce qu'il y a aussi les établissements scolaires aussi, les déplacements, les voyages scolaires qui sont annulés. Alors bon, il y en a, de toute façon, ils ont tous été annulés pour le moment. Il n'y a que les sorties vers les piscines qui sont encore autorisées. Tout le reste est annulé afin qu'on puisse vraiment prendre la véritable mesure de cet événement et puis surtout qu'on puisse faire les bons choix dans la gestion quotidienne de nos équipements et c'est pas chose facile. Sur les différents événements qui étaient prévus, il y avait aussi cette soirée des entrepreneurs qui devait se dérouler demain soir au théâtre avec plusieurs chefs d'entreprise qui devaient venir, ça a été annulé aussi. Tout à fait, il y avait des chefs d'entreprise importants qui devaient venir participer à cette soirée, plus de 900 participants, donc nous avons fait le choix tout de suite annuler cette manifestation. Elle n'est pas annulée, elle est reportée, bien sûr, parce qu'on va attendre que les choses se passent un petit peu parce qu'il ne faut pas aussi qu'on arrête de vivre, au contraire. Vous savez, je pense que si certains ont envie de mourir, nous on a surtout envie de vivre à Saint-Quentin-en-Yvelines et nous ferons tout pour le faire. Une dernière question sur le plan politique. Il y a eu cet après-midi l'intervention devant le Congrès de François Hollande que vous avez suivi, vous avez écouté, j'imagine. Quelle réaction vous pouvez avoir ? L'état d'urgence prolongé sur 3 mois éventuellement ? Alors, je prendrai connaissance des décisions qui ont été annoncées par le président parce que moi, cet après-midi, j'ai travaillé avec mes services et mes élus à Montigny, avec mes services et mes élus à la communauté de l'agglo, parce qu'avant tout, il faut savoir gérer un territoire, donc il y a des priorités. Ensuite, nous allons appliquer, bien sûr, les directives qui seront données, et j'espère qu'elles seront efficaces. En tout cas, à Saint-Quentin, on sait toujours se battre lorsqu'il le faut, on sait toujours être droit dans nos bottes. Et d'ailleurs, j'ai pris aussi l'initiative dès demain de pouvoir éclairer l'hôtel de ville de Montigny aux couleurs de notre drapeau. Merci Michel Laugier, maire de Montigny-le-Bretonneux, président de la communauté de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci à vous. L'état d'urgence a donc été décrété dès vendredi soir. Récapitulatif des mesures et surtout des conséquences avec ce sujet de Séphora Namani et William L. Samedi, jour habituel de forte affluence touristique pour le château de Versailles. Les grilles sont pourtant restées fermées en raison des attentats tragiques de vendredi soir. L'état d'urgence, résultant d'une loi du 3 avril 1955, a été décrété par le président de la République. Une mesure exceptionnelle
appliquée pour la dernière fois en 2005, qui confère aux autorités civiles des pouvoirs de police exceptionnels. Ce qui permet le contrôle des frontières, de remettre en place le contrôle aux frontières. Il renforce le pouvoir des préfets. Donc le préfet peut décider la fermeture d'un lieu public, comme là on peut constater que le château de Versailles aujourd'hui a été fermé par mesure de sécurité. Donc il permet également d'interdire le séjour sur le département à des individus susceptibles d'être dangereux. Le préfet peut également demander aux particuliers de restituer les armes. Il peut également permettre donc aux services de police de procéder à des perquisitions de jour comme de nuit. Ce week-end, en plus du château fermé, les stades et centres commerciaux étaient déserts, les théâtres vides et toutes les manifestations culturelles et sportives annulées. La fermeture des lieux ouverts au public permet d'éviter le regroupement de personnes en un lieu précis. Cette mesure, prise en raison de l'état d'urgence déclaré, a reçu un accueil favorable de la part de la population et des touristes. Je voulais le visiter. C'est pas une bonne chose, mais je peux le comprendre. On était venus pour la journée avec les enfants pour voir Versailles, donc on est un peu déçus, mais bon, on comprend très bien. Je pense plutôt aux victimes et que aller visiter Versailles aujourd'hui, donc on va rentrer sur Brest du coup, et puis voilà. Nous êtes venus spécialement à Versailles pour visiter le château, effectivement. Et malheureusement, étant donné ce qui est arrivé, on ne peut pas visiter. On est déçus, choqués. Le plan Sentinelle a été déployé sur Paris, permettant l'intervention de l'armée française. Tous les services de police de la région ont rappelé leurs effectifs pour sécuriser au maximum les lieux très visités et renforcer les équipes des brigades parisiennes. Une disponibilité maximale des forces de l'ordre pour rassurer les Français. Vous vous sentez en sécurité, vous, justement ? Oui. Malgré ce qui s'est passé hier Malgré ce qui s'est passé hier, ouais. Malheureusement, on n'a pas trop le choix, on est obligé de subir. Oui, je me sens en sécurité parce qu'on a vu quand même l'intervention des forces de l'ordre. Donc personnellement, ces personnes-là ne me font pas peur parce que la France, c'est quand même un État qui est fort. On a des valeurs sûres. Voilà, donc non, je sors dans la rue, je n'ai pas peur. Je ne crois pas que malheureusement ça va changer quoi que ce soit, quoi. Que le pire est devant nous. On ne va plus vivre simplement avec les menaces, on va vivre surtout avec la réalité des attentats. Et ça va continuer et ça va aller de plus en plus. Des effectifs de police fatigués par une mobilisation constante sur le terrain depuis janvier dernier qui appellent à un renforcement de leurs effectifs et de leurs moyens techniques. Invité à présent, Julien Lecamon, vous a aperçu dans ce reportage. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. L'état d'urgence a été déclaré. Dans ce sujet, on expliquait déjà brièvement ce que ça signifiait, mais pour les agences sur le terrain, aujourd'hui, l'état d'urgence, ça veut dire quoi ? Astreinte 24 heures sur 24, intervention permanente ? Alors exactement. Tout d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité, de me donner la parole. Je voulais avoir une pensée pour les victimes et les familles des victimes. Je voulais également penser aux collègues parisiens, collègues policiers parisiens qui ont fait preuve d'un grand professionnalisme vendredi soir, voilà. Et voilà. Donc concernant le plan de l'état d'urgence. Si vous voulez, beaucoup de collègues ont été rappelés donc ce week-end, notamment les services d'investigation. Voilà, je sais que vendredi soir, il y a 70 fonctionnaires de police yvelinois qui sont partis en renfort sur Paris. Voilà, il y a toujours des patrouilles de policiers yvelinois qui restent sur Paris 24 heures sur 24 pour renforcer les collègues parisiens. Voilà. Donc ça va se prolonger pendant toute la durée de l'état d'urgence, qui pourrait être aussi d'ailleurs prolongé de 3 mois. Hein. C'est la demande qu'a émis tout à l'heure. Alors concernant les policiers yvelinois, si vous voulez, depuis déjà janvier dernier, et la mise en place du plan Vigipirate renforcé, les patrouilles sont déjà à leur maximum de leur disponibilité, si vous voulez. Voilà. Donc, alors c'est intéressant ce que vous nous dites, parce que vous nous dites depuis janvier, depuis les attentats de Charlie Hebdo, concrètement, il y a ce plan Vigipirate renforcé, ça veut dire que les patrouilles sont déjà très sollicités. Voilà. C'est difficile de leur demander encore plus. Alors, là, vous pointez du doigt un problème même structurel aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas assez de moyens. Et sur les Yvelines, il nous manque 200 fonctionnaires de police. Voilà, donc on a un manque cruel de moyens, de personnel. Voilà, face à ce problème-là, on est un peu dépourvus. Hein. On a un problème de matériel. Il manque 35% de nos véhicules administratifs sont en panne. Il manque 35. On a un véhicule sur 3 qui n'est pas disponible. Sur l'ensemble du département ? Sur l'ensemble du département, si vous voulez. Et on a certains
collègues, notamment sur Versailles, qui sont obligés de partir en patrouille pédestre, plusieurs patrouilles pédestres par manque de véhicules. Quand aujourd'hui vous entendez nous sommes en guerre, parce que c'est le mot qui revient le plus souvent, Oui. c'est le terme qui revient le plus souvent, est-ce que vous vous sentez armé, et pas seulement avec vos armes, mais est-ce que vous vous sentez armé, prêt pour faire face à cette guerre sur notre territoire ? Alors, si vous voulez, on a un problème pareil en termes de moyens concernant l'armement lourd. Voilà, on a des problèmes d'habilitation, c'est-à-dire qu'on a très peu de moyens en termes de moyens de défense face à une attaque terroriste, si vous voulez. Les collègues ont leurs armes individuelles. Concernant l'armement lourd, il n'y en a quasiment pas. Voilà. Si vous voulez, il y a quand même des solutions que les collègues nous demandent. C'est comme de pouvoir porter leurs armes 7 jours sur 7. Peu importe leur position administrative, qui puissent, parce que si vous voulez, au-delà de leur repos, lorsque le policier est en congé ou en repos, il doit remettre son arme au service. Nous, ce qu'on demande pour la sécurité des citoyens et des fonctionnaires de police, que ces derniers puissent l'avoir 7 jours sur 7 avec eux. Voilà. Il y a aussi une demande par rapport à cette question de légitime défense aussi, le fait de ne pouvoir utiliser son arme, en fait, qu'une fois que vous êtes véritablement menacé. Exactement. Si vous voulez, nous, on souhaiterait pouvoir utiliser notre arme comme nos homologues de gendarmes ou militaires en cas de danger immédiat. Si vous voulez, dans le cadre de la légitime défense actuelle, le policier ne peut réagir que s'il est pointé par l'arme. Si vous voulez, c'est déjà trop tard. Il faut être trop tard, oui. Voilà, exactement. Quand vous entendez les annonces qui ont été faites, la volonté de François Hollande d'intervenir vite, d'allouer des moyens, d'écouter les revendications qui sont faites, vous vous dites que ça peut intervenir rapidement ou est-ce qu'il est déjà un peu tard ? Pour nous, il est un peu tard, si vous voulez. On attend les moyens. Depuis les événements malheureux de janvier dernier, nous n'avons rien vu de plus en termes de moyens. Nous avons été dotés d'aucun armement supplémentaire. Au contraire, j'ai beaucoup de collègues qui, depuis le temps, ont perdu certaines habilitations et ne peuvent pas utiliser certaines armes qui leur sont disponibles. Voilà, par faute de moyens. Si vous voulez, sur le département 78, on a des problèmes de moyens. Les stands de tir ont été hors service pendant plusieurs semaines. Certains collègues n'ont pas pu faire leur tir réglementaire. Donc, si vous voulez, on a un gros problème de moyens et de budget sur le 78 et sur l'ensemble de la police nationale d'ailleurs. J'aimerais juste terminer sur le climat actuel et sur les inquiétudes. Parfois, il y a ces scènes de panique aussi avec des faux signalements. Cet après-midi, à l'université de Versailles-Saint-Quentin, en Yvelines, sur le site de l'université, sur la faculté de droit, il y a eu un appel pour un déminage, une voiture piégée. Il s'est avéré que c'était un faux, tout simplement, mais il a fallu intervenir sur le terrain. Ce genre de choses, vous vous attendez à ce que ce soit fréquent? Des faux signalements aussi? Très exactement. Mes collègues me l'ont signalé cet après-midi. Effectivement, beaucoup, une forme de psychose qui s'est installée dans la population. C'est compréhensible. Exactement. Vous savez, les colis suspects en gare, les véhicules suspects, les collègues doivent aller systématiquement vérifier les informations. Et du coup, nos collègues des mineurs sont très sollicités, effectivement. Ouais. Donc la consigne, c'est aussi de faire attention lorsqu'on vous sollicite, de s'assurer au maximum des éléments qu'on vous communique pour aussi faciliter votre travail. Exactement. Que les gens donnent le plus de détails possible, éviter de paniquer, garder son sang-froid et faire le 17 le plus vite possible. Merci Julien Lecam d'être passé sur ce plateau, secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Dans un instant, nous allons revenir sur les événements de vendredi avec plusieurs témoignages. Et tout d'abord, cette réaction, c'est celle de la communauté musulmane. Le Conseil des institutions musulmanes des Yvelines condamne des actes, je cite, d'une barbarie inouïe qui vise à créer le chaos et à renforcer davantage les clivages. Écoutez, Abdelaziz El Jawari, c'est son secrétaire général. Les propos ont été recueillis par Camille Lambert. Nos premières pensées, c'est pour les victimes et leurs familles. Et après, notre préoccupation demeure justement la communauté nationale. Au-delà même des inquiétudes qu'il peut y avoir au niveau de la communauté musulmane sur des éventuels amalgames, notre inquiétude, c'est d'abord à l'égard du tissu social national. Voilà. Tout le monde prend conscience que ce qui est visé, c'est que c'est l'unité nationale et que ce qui s'est passé n'est pas défendable. Et que les fidèles sont vraiment horrifiés de ce qui est passé. Voilà, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, en effet, donc il y a des craintes d'amalgame ou de représailles. Donc, on a entendu parler dans la presse, en effet, de quelques actes qui ont eu lieu contre des fidèles ou contre des lieux de culte. Sur le département, on ne déplore aucun, et Dieu merci, jusqu'à aujourd'hui, on ne déplore aucun acte de ce genre.
La communauté catholique qui, elle aussi, s'associe à cette douleur dans le diocèse de Versailles. Monseigneur Aumonier a célébré dimanche en la cathédrale de Versailles une messe pour les victimes, leurs familles et les blessés. Cette édition spéciale du journal sur TV Fil se poursuit avec quelques témoignages à présent. Pour commencer, celui de Philippe Benassaya. C'est le maire de Bois d'Arcy. Il était au Stade de France vendredi soir. Témoignage au micro de Florane Parfait. Au début, on a pensé que c'était des pétards, comme tout le monde. Et puis, vu l'intensité et la force de la déflagration, on s'est quand même posé des questions. Et ensuite, à partir de la deuxième mi-temps, il y a eu un mouvement dans les tribunes parce que les informations commençaient à tomber. On a appris bien évidemment que le président de la République avait été exfiltré. Et puis ensuite, voilà, on est resté unis, on est resté soudés et on a attendu la fin du match avec les images que vous connaissez, c'est-à-dire l'évacuation vers certaines portes puisque d'autres étaient fermées. Et puis le retour de certains sur la pelouse, et puis le départ du stade avec beaucoup d'appréhension, vraiment de la peur, parce qu'on est sorti du stade en se disant et si ça continuait. Nous avons déjà pris des mesures par rapport à ce qui se passe. D'abord, on est dans une période de deuil, donc nous avons supprimé pour l'instant les événements sportifs, certains spectacles, le cinéma que nous avons. Nous avons mis les drapeaux en berne, nous avons fait un appel aux familles, pour leur dire d'être très vigilants, d'éviter dans cette période-là en tout cas, d'éviter les allers-retours de confort, les lieux très fréquentés. Et puis ce soir à 19h, on se rassemble sur l'esplanade de la ferme de la Tremblay pour exprimer notre solidarité envers les familles des victimes qui ont été assassinées vendredi. Rassemblement à Bois d'Arcy ce lundi à 19h et également à Saint-Cyr-l'École où nous irons dans un instant retrouver sur place Sephora Namani avec le maire de la commune. Je reçois pour l'instant Moustapha Larbaoui. Bonsoir. Bonsoir. On a l'habitude de vous faire venir sur ce plateau en tant que président du club de football de Trappes, consultant sur plusieurs de nos émissions, mais vous étiez présent vous aussi au stade de France pour ce match France-Allemagne, dans une tribune d'ailleurs non loin du président de la République. Comment vous avez vécu vous ce moment? On a entendu un témoignage, mais vous, dans les tribunes, comment ça s'est passé? Vous les avez entendus ces détonations, ces déflagrations? En fait, comme vient de le dire Monsieur le maire, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, on était donc à ce match. Ce match se déroule de la meilleure manière, puisque les hymnes nationaux ont été joués, la Marseillaise, l'hymne national allemand. Donc tout le monde était dans une grande dignité durant ce match. La population, comme vous imaginez, puisque c'est quand même le temple du football, mais en même temps cette communion de toutes les populations rassemblées, très dignes, très engagées dans le match. Et puis d'un seul coup, je crois, à 5 minutes du début du match, on entend une très très forte déflagration. Et une déflagration qui génère une onde qui vient jusqu'à vous secouer, puisqu'on est physiquement touché. Et à ce moment-là, le premier réflexe, c'est de dire, mais qui déconne avec ce genre de choses? Et qui a pu rentrer dans le stade avec ce type d'engin qui fait quand même du bruit? Mais on en reste là. Et 5 minutes après, on entend une deuxième déflagration, tout aussi violente, tout aussi puissante, mais qui a lieu face à la tribune où nous étions, parce que j'étais près de la tribune présidentielle en effet. Mais en réalité, tout le monde en reste là. C'est-à-dire que tout le monde pense que c'est une farce. À quel moment vous avez eu l'information qu'il s'agissait potentiellement d'attentats, en tout cas que c'était des explosions qui étaient loin d'être liées à des pétards? Il ne s'agissait pas de pétards. L'information, on l'a clairement, sachant que je suis près de la tribune présidentielle et qu'on a des gens de contact qui nous disent on a évacué le président de la République, c'est grave. Et les bombes à l'extérieur, c'était donc pour le coup des kamikazes. Et j'entends ça canarde dans Paris de la même façon. Donc à la fin du match, on vous dit que vous ne sortez pas du stade? Voilà, non, à ce moment-là, les informations circulent calmement, mais voilà, il y a une grande sérénité qui reste au niveau du stade. Et je crois que l'information, en fait, n'a pas circulé si rapidement que ça, parce que je crois que le mouvement de panique aurait été total. Voilà, donc ça a été un moment où on pense finalement à rester le plus calme possible. Finalement, les gens qui étaient près de moi, donc des enfants particuliers, on pense surtout à eux et à l'idée qu'il faut rester dans ces moments-là extrêmement calme et que clairement les choses sont gérées. Et je tiens à le préciser, a priori, magnifiquement bien gérées. Vous parlez des enfants justement, et c'est l'occasion de vous faire réagir parce que vous êtes président d'un club de football sur Trappes, sur la commune de Trappes. Ces enfants, vous allez les revoir tout au long de la semaine. Les matchs ont été annulés pendant le week-end, mais les entraînements vont reprendre là. Les entraîneurs aussi vont les voir, ces enfants. Quel message vous allez leur passer? Vous allez discuter, échanger avec eux, parce que je sais que dans votre club, vous êtes attaché à cet échange. Il y a aussi des soutiens scolaires qui sont organisés, donc il y a tout un travail qui est mené auprès des plus jeunes. Déjà, une réunion a lieu ce soir avec tous les éducateurs du club, mais j'ai envie de dire, elle
Elle arrive aujourd'hui, probablement qu'on l'aurait organisée, mais elle a lieu tous les 3e lundis de chaque mois, puisque le contact avec mes éducateurs et le contact avec nos jeunes, il est permanent. Ce type d'événement nous rappelle tragiquement à notre rôle du vivre ensemble, à notre rôle de faire passer des messages de paix, de dignité, ce qu'incarne le football en réalité. Donc on fait ça toute l'année, et il y a des moments particuliers. C'est vrai que ce soir, la teneur des propos, la tonalité sera probablement plus grave, puisqu'on tient compte des événements, et c'est tellement tragique qu'on ne peut pas le dire autrement, mais on fait ce travail toute l'année, parce qu'en fait, de quoi s'agit-il, si ce n'est du vivre ensemble, quand d'autres voudraient séparer finalement des communautés. Je parlais tout à l'heure du Stade de France, la province est venue en masse, la banlieue est venue en masse, les quartiers sont représentés, enfin tout le monde était là, et encore une fois, c'est des actes totalement aveugles, et qui sont là pour faire du bruit et générer des images. Et nous, notre métier, c'est toute l'année, pendant des années, pendant le rôle éducatif que nous avons, c'est de générer justement toute autre chose. Et ça fonctionne plutôt bien. Malheureusement, il y a des exceptions comme celle-là qui font que de temps en temps, certains se posent des questions, mais il n'y a pas de questions à se poser. On est tous solidaires du vivre ensemble, on est tous à travailler ensemble, les pouvoirs publics, les associations, les entreprises. Voilà, c'est un peu le message. Et en même temps, j'avais juste un mot à dire par rapport à toutes ces victimes et aux familles auxquelles je m'associe dans la douleur, mais également des gens qui ont été traumatisés au-delà de la violence dans leur chair. Il y a des traumas qui ont été générés par toutes ces violences, des traumatismes qui sont... Voilà. Et voilà. Mais pour dire que le football, parce qu'on parle de sport ce soir aussi, c'est consubstantiel au sport. C'est tous les sports. C'est la culture, le sport, le vivre ensemble, mais ça, tout le monde le comprend et ça se vit. Le vivre ensemble, le recueillement. Il y en aura d'ailleurs ce soir à Bois d'Arcy, à Saint-Cyr-l'École. Merci Moustapha Larbaoui d'être venu témoigner, nous apporter votre témoignage, puisque vous étiez au Stade de France, et puis ce regard aussi sur le travail que vous menez avec les plus jeunes. On parlait des recueillements, des moments de vivre ensemble. Et à Saint-Cyr-l'École, à 19h, dans quelques dizaines de minutes, la commune organisera ce rassemblement devant l'hôtel de ville. Nous sommes sur place, Sephora Namani. Vous êtes avec Patrick Jacques de Dixmude pour TV Fil, et à vos côtés, le maire de Saint-Cyr-l'École, Sephora. Bonsoir. Oui, bonsoir Wilfried. Exactement, je me trouve actuellement à la mairie de Saint-Cyr-l'École en présence de monsieur le maire Bernard Debain. Et comme vous le disiez, dans quelques minutes, un rassemblement aura lieu en hommage aux victimes des attentats de vendredi dernier. Alors, Bernard Debain, pourquoi est-ce que vous avez souhaité particulièrement à organiser ce temps de recueillement en hommage aux victimes des attentats de vendredi ? J'ai souhaité le faire parce que je pense que les gens ont besoin de se rassembler, de s'exprimer. Ils veulent dire leur douleur, dire que l'impossible est quand même arrivé. On pensait qu'après les attentats contre Charlie Hebdo, on serait à l'abri. Finalement, nous pouvons demain tous être atteints, soit nous-mêmes, soit quelqu'un de notre famille. Et je crois qu'il était important qu'on se rassemble. Donc c'est vraiment pour soulager, c'est en hommage aux victimes des attentats, mais également pour soutenir les vivants ? Oui, tout à fait, puisque après avoir écouté quelques mots que je vais prononcer et une minute de silence, nous entendrons la Marseillaise, nous écouterons 2 airs de musique joué par l'harmonie municipale, mais après les gens pourront, sur 2 grands panneaux qui seront donnés à l'hôpital de la Salpêtrière et à l'hôpital Saint-Antoine, ils pourront exprimer leur soutien à ceux qui sont atteints dans leur chair. Effectivement, des morts mais beaucoup de blessés. Toutes les communes n'ont pas souhaité se rassembler aussitôt après les attentats, estimant les risques trop grands. Est-ce que la ville de Saint-Cyr a pris des mesures de sécurité particulières pour permettre ce rassemblement ? Particulières peut-être pas, mais nous ne sommes pas en bordure d'une voie publique. Nous sommes sur l'esplanade de la mairie, en présence de la police municipale qui, certes, n'est pas armée. Je pense que devant des fous, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis, qui dit que dans 8 jours, dans 1 mois, dans 2 mois,
on sera à l'abri, on ne sera pas plus à l'abri. Et ce que nous voulons exprimer, c'est que nous sommes debout et que nous n'avons pas peur. Je pense que c'est le mot de la fin, effectivement. Merci. Nous n'avons pas peur et nous vous attendons tous pour ce rassemblement qui va débuter d'ici une dizaine de minutes. Sur la commune de Saint-Cyr-l'École. Merci Séphora et merci au maire de la ville de Saint-Cyr-l'École. Nous en revenons aux différents témoignages. Nous parlions tout à l'heure du président du club de football de Trappes, par exemple, ou du maire de Bois d'Arcy qui se trouvait au Stade de France. Je vous propose à présent d'écouter un autre témoignage. C'est celui de Frédéric Gervais, 35 ans. Il réside à Bois d'Arcy et il était au Bataclan lors de l'attentat. Je me rendais à ce concert des Eagles of Death Metal, donc qui est un groupe que j'apprécie. Voilà, j'avais été invité par un ami journaliste, un ami journaliste à moi, et donc on est arrivé là-bas vers 20h. Voilà, le temps de rentrer, il était 20h30. On s'est positionné donc dans la fosse du Bataclan, voilà, pas très très loin de l'endroit où les terroristes sont arrivés. Donc ils sont arrivés vers 20h45, on a entendu des bruits, voilà, bon, comme tout le monde le dit, des bruits qui font penser à ceux de pétards, puisque on n'a pas l'habitude d'entendre des fusils d'assaut tous les jours, donc pour notre expérience c'est plus ce genre de son auquel on rapporte ça, mais on a tous très vite compris, voilà, avec les premiers cris, la musique qui s'arrête, que c'était un petit peu plus sérieux que ça, et du coup voilà, il y a eu un premier temps où tout le monde s'est allongé par terre, voilà, moi compris, un premier tireur qui est arrivé et qui globalement a balayé voilà, tout ce qu'il pouvait autour de nous, donc c'était une phase un petit peu particulière parce que forcément on a des pensées qui sont celles de la fin, on va dire, donc assez difficile, donc ça a dû durer 1 à 2 minutes. Voilà, moi j'ai eu la chance après de me ressaisir, je sais pas comment on peut appeler ça, et de voir une petite porte. Donc c'est vrai que les 2 premières minutes étaient compliquées parce qu'on avait, voilà, on entend les balles qui fusent autour, on voit des impacts à 30, 50 cm de ces gens, etc. Donc c'est voilà, un moment vraiment pénible, et pour le coup j'ai très vite perdu de vue mon ami, et donc vu qu'on était que tous les deux, moi j'ai vu une porte, les tirs se sont arrêtés, il y a eu une issue de secours qui s'est ouverte, donc voilà. Et sur les lieux des attentats, justement, les anonymes sont nombreux à se rendre depuis samedi matin, et ce malgré l'état d'urgence décrété par le président et les annonces de la préfecture recommandant de ne pas sortir. William, elle, était sur place à Paris dans les 10e et 11e arrondissements. Samedi soir, 24 heures après les attaques, Paris pleure ses morts. Ici, dans la rue du restaurant Le Petit Cambodge, ce sont des scènes d'horreur que les riverains découvrent avec consternation. On a peur, on l'avait oublié depuis quelques mois, et là... C'est vrai que nous on est jeunes, donc sortir pour nous... Pour expliquer. J'habitais dans la rue juste un peu au-dessus, donc forcément ça, je pourrais dire que ça démultiplie encore le choc, parce que c'est un endroit que je connais très bien, qui est très familier pour moi. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mes amis, mais comme partout dans ce quartier de Paris, et je pense beaucoup aux victimes et aux familles des victimes. Ils étaient plusieurs centaines à avoir bravé les conseils de la préfecture recommandant de ne pas sortir de chez soi. Ce besoin de sortir pour se recueillir ou se rendre compte de la barbarie qui s'est instaurée vendredi soir à Paris. Pour certains, être présent ce soir, c'est revivre un drame qu'ils ont personnellement vécu. Alphonse marchait devant le restaurant au moment de la fusillade. Et à un moment donné, malgré tout, j'entends comme des bruits de pétards en fait. Et au départ, je réalise pas vraiment. Je tourne la tête à gauche, c'est là que je vois des gens tomber en fait, comme des feuilles en fait. Et je réalise qu'il y a un problème. Je m'engouffre dans le McDo qui est là, avec d'autres personnes qui me suivaient, d'autres qui arrivaient aussi, de tous les côtés. On se retrouve au McDo, à peu près une 40aine de personnes. Alphonse restera plusieurs minutes caché et décide de sortir lorsque le bruit des rafales s'arrête et ne peut que constater avec effroi l'horreur qui s'est emparée du quartier. Je sors pour regarder un petit peu et là je vois, 5-6 corps allongés
des blessés, des morts, je sais pas. Ces gens étaient là, sous les tables. Ce qui m'a marqué, c'est ce bruit de balles, en fait. Mêlé à ces cris, c'était terrible. Une terreur qui s'est instaurée dans toute la capitale avec 6 points d'attaque. Au Bataclan aussi, entre les centaines de journalistes présents et la police qui sécurise toujours une partie du quartier, les Parisiens sont venus déposer bougies, fleurs ou poèmes. Le dimanche, ils seront nombreux à venir se rassembler, de plus en plus au fur et à mesure que la journée passe. Ici, une marche jusqu'au restaurant de la Belle Équipe, situé rue de Charonne, un des sites les plus touchés par les tueries. On est fort et on va lever la tête et non, ils nous ont blessés dans notre chair, mais ils ne nous tueront pas. Ils sont prêts à mourir en se faisant exploser. Nous, on est prêts à mourir en venant là où on peut se faire exploser. On est pareil qu'eux à ce niveau-là. Et ça ne marchera pas parce que si on a peur de la mort comme eux, ils n'en ont pas peur, on est perdants. Même pas peur, c'est le slogan qui trônait place de la République, où des milliers de personnes ont commencé à affluer le dimanche après-midi dans une ambiance qui rappelait les rassemblements de Charlie Hebdo. Mais j'y crois plus. Si, justement, il faut qu'on montre. J'arrive plus. C'est là le devoir de la société civile de montrer qu'on montre tout ce qu'on sait, mais que c'est plus fort que le reste, et que c'est plus fort que le terrorisme, et que c'est plus fort qu'on ne cédera pas à la peur, qu'on ne cédera à rien. D'habitude, on est plutôt seul dans la ville, et là, dans des situations comme ça, ça fait du bien de sentir qu'il y a plein de monde qui ressent la même chose que nous, quoi. Toute l'après-midi se sont succédés des scènes de solidarité, salves d'applaudissements ou même des chansons. Mais les attentats ont quand même laissé des marques, un état d'inquiétude permanent. La place de la République a été vidée quelques heures plus tard, après une fausse alerte. Et sachez qu'une dizaine de bénévoles de la Croix-Rouge de Saint-Quentin étaient présents à Paris pour aider les victimes vendredi soir. Le président de leur antenne sera demain sur ce plateau, en plateau dès 18h en direct. Nous verrons aussi avec lui comment il s'organise en vue d'éventuelles nouvelles attaques et nouvelles interventions. Rendez-vous demain pour un nouveau journal sur TV Fil.